Ils l'ont traité comme un criminel, mais la vérité va les faire trembler. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, si vous êtes prêt à vibrer d'émotion et de colère face à l'injustice, tapez 1 dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'aimez pas, un petit like nous fera plaisir. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Un rebondissement choquant vous attend. Dans la brume matinale de Provence, sous un ciel lourd comme une sentence, le petit bistrot chez Marcel s'éveille dans une rue pavée d'Aix-en-Provence. Jean-Paul Dubois, un vétéran noir sans abri, héros oublié des missions au Mali, s'installe à sa table habituelle, près de la fenêtre embuée. Son vieux blouson militaire, rapiécé mais propre, porte les cicatrices d'une guerre qu'il ne raconte jamais. Chaque gorgée de son café noir semble hurler un cri silencieux contre l'injustice qu'il endure. Sophie, la serveuse au sourire brisé par la fatigue, le salue comme un frère, tandis que Marcel, le patron bourru, marmonne: cet homme vaut plus que nous tous. Pourtant, aux yeux du monde, Jean-Paul n'est qu'un nombre, un indésirable. Mais ce matin-là, l'atmosphère chaleureuse du bistrot est brisée par une intrusion brutale. Deux gendarmes, Laurent et Dupont, entrent, leur regard froid braqué sur Jean-Paul. Sans motif, ils l'interrogent, moquent son statut de sans-abri et exigent ses papiers comme s'il était un voleur. La colère monte dans la salle, contenue mais brûlante, alors que Sophie tente de défendre Jean-Paul, ses mains tremblant de rage. Chaque mot des gendarmes est une gifle, chaque regard un mépris qui ravive les blessures d'un homme qui a risqué sa vie pour la France. Pourquoi un héros doit-il prouver qu'il mérite un café? Valeur nouvelle, cette histoire ne se contente pas de dénoncer l'injustice. Elle révèle la force d'un homme qui, malgré l'humiliation, transforme sa douleur en un cri universel pour la dignité, incitant chacun à regarder au-delà des apparences. La brume matinale d'Aix-en-Provence s'épaississait encore, comme si elle voulait étouffer les murmures du bistrot chez Marcel. Jean-Paul Dubois, toujours assis à sa table d'angle, sa tasse de café fumante entre les mains, semblait porter le poids d'une vie d'épreuve dans son regard sombre et résolu. Sophie, la serveuse au cœur aussi grand que sa fatigue, venait de remplir sa tasse, son sourire fragile masquant une colère sourde face à l'injustice quotidienne que subissait cet homme. Marcel, derrière le comptoir, essuyait des verres avec une lenteur étudiée, observant Jean-Paul comme un frère qu'on protège en silence. Mais ce fragile équilibre, tissé par la chaleur humaine du bistrot, allait être brisé par une tempête d'arrogance et de mépris. Soudain, la porte s'ouvrit avec un tintement sec, presque menaçant. Deux gendarmes, le lieutenant Laurent et le sergent Dupont, firent irruption, leurs bottes claquant sur le carrelage usé. Leurs uniformes impeccables contrastaient avec l'atmosphère humble du lieu, mais leurs regards, froids comme l'acier, se posèrent immédiatement sur Jean-Paul. Laurent, grand, le torse bombé comme un coq prêt à parader, s'approcha sans un mot de politesse. « Vous, là, vous êtes client ici », lança-t-il, sa voix tranchante comme une lame. Jean-Paul, immobile, leva les yeux lentement, son calme contrastant avec l'agressivité de l'officier. « Oui », répondit-il, sa voix basse mais ferme, comme un roc face à la tempête. Dupont, plus petit, un carnet à la main, ajouta avec un rictus: « Vous avez payé quelque chose? Une preuve, peut-être ?» Sophie, qui essuyait une table à proximité, sentit son sang bouillir. Elle s'interposa, ses joues rougies par une indignation qu'elle ne pouvait plus contenir. « Il est ici tous les mardis. Il paye toujours. »« C'est un client, un homme bien !» cria-t-elle, sa voix tremblante de rage. Mais Laurent ne daigna même pas la regarder. « Restez en dehors de ça, mademoiselle », rétorqua-t-il, son ton dégoulinant de condescendance. Marcel, jusqu'alors silencieux, posa son torchon et s'avança, ses lunettes glissant sur son nez. « Vous avez un problème avec mon client? Parce que moi, j'en ai un avec votre attitude, » dit-il, son calme masquant une colère prête à exploser. Le bistrot entier retint son souffle, les clients figés, leurs fourchettes en suspens, témoins d'une injustice qui prenait forme sous leurs yeux. Laurent, imperturbable, toisa Jean-Paul. « Carte d'identité, maintenant. » Jean-Paul, sans un mot de plus, plongea la main dans son vieux blouson militaire et en sortit un portefeuille usé. Il glissa sa carte de vétéran sur la table, un rectangle plastifié marqué par les années, mais encore lisible. Laurent y jeta un coup d'œil et ricana. « Ça? C'est tout ce que vous avez ?» Jean-Paul, ses yeux noirs plantés dans ceux de l'officier,
répondit avec une froideur qui fit frémir l'air. C'est tout ce dont j'ai besoin. Dupont, scribouillard zélé, nota quelque chose sur son carnet. Puis demanda. Vous êtes sans abri, n'est-ce pas? Depuis combien de temps vous squattez ici? La question, chargée de mépris, fit monter une vague de murmures indignés parmi les clients. Une vieille dame, assise au fond, serra son sac contre elle, les lèvres pincées. Un jeune livreur près de la porte détourna le regard, mal à l'aise. Jean-Paul, toujours maître de lui, répondit « Je n'ai pas de maison, mais j'ai ma place dans cette ville. » Sa voix, posée, portait une dignité qui contrastait avec l'arrogance des gendarmes. Laurent, agacé par ce calme, haussa le ton. « Vous croyez que vous pouvez vous installer où vous voulez? Prendre l'espace des honnêtes gens ?» Chaque mot était une insulte. Un coup porté à un homme qui avait risqué sa vie pour la France. Un homme dont les cicatrices invisibles hurlèrent un plus fort que leurs accusations. Sophie, incapable de se contenir, claqua son carnet sur le comptoir. « Vous parlez d'honnêteté? Cet homme a servi notre pays pendant que vous jouiez les petits chefs, cria-t-elle, ses yeux brillants de larmes de colère. Marcel posa une main sur son épaule, mais son propre regard lançait des éclairs. Alors que la tension atteignait son paroxysme, un détail inattendu attira l'attention. Sur la carte de vétéran de Jean-Paul, un insigne discret, presque effacé, indiquait son appartenance à une unité d'élite méconnue, les chasseurs de l'ombre, spécialisés dans des missions secrètes au Mali. Ce n'était pas juste un vétéran, c'était un homme qui avait sauvé des otages sous des tirs ennemis, un héros dont l'histoire était enfouie dans des dossiers classifiés. Ce détail, ignoré par les gendarmes, allait bientôt devenir la clé d'un scandale retentissant. La tension dans le bistrot était palpable, une bombe prête à exploser. Jean-Paul, toujours assis, posa sa tasse avec une lenteur délibérée, ses doigts effleurant le bord comme s'il caressait une vieille blessure. Les gendarmes, insensibles à la colère qui grondait autour d'eux, continuaient leur interrogatoire, ignorant qu'ils venaient de marcher sur un fil tendu, prêt à se rompre. Ce qui allait suivre transformerait cette matinée ordinaire en un cri de justice qui résonnerait bien au-delà des murs de chez Marcel. Si cette injustice vous révolte, tapez 1 dans les commentaires et partagez cette histoire pour que la voix de Jean-Paul soit entendue. Abonnez-vous pour découvrir la suite. Un coup de théâtre explosif vous attend et il va secouer les consciences. Si vous n'êtes pas d'accord, un like nous aidera à continuer. Restez connectés, car ce n'est que le début d'une bataille pour la dignité. Le tintement du carillon de chez Marcel s'était éteint, mais l'air du bistrot vibrait encore d'une tension électrique, comme si le moindre mot pouvait déclencher une explosion. Jean-Paul Dubois, toujours assis à sa table d'angle, fixait sa tasse de café, ses mains calleuses posées calmement sur la table, mais son regard trahissait une tempête intérieure. Les gendarmes, Laurent et Dupont, venèrent de franchir une ligne invisible, leur mépris envers cet homme, un vétéran, un héros, attisant une colère sourde dans le cœur des clients. Sophie, les poings serrés, luttait pour contenir sa rage, tandis que Marcel, derrière le comptoir, murmurait à voix basse, comme pour conjurer l'injustice qui emplissait la pièce. Mais ce qui semblait être un affrontement ordinaire dans un petit bistrot de Provence allait prendre une tournure dramatique, révélant la puissance d'un homme que le monde avait trop longtemps ignoré. Alors que Laurent s'apprêtait à hausser le ton, sa main frôlant les menottes à sa ceinture, Jean-Paul, avec une lenteur presque théâtrale, plongea la main dans la poche intérieure de son blouson militaire. Les regards se figèrent, les respirations se suspendirent. Dupont, nerveux, aboya. « Qu'est-ce que vous faites ?» Mais Jean-Paul, imperturbable, en sortit un vieux téléphone à clapet, usé par le temps, ses touches à peine lisibles. Il l'ouvrit d'un geste précis, appuya sur une touche et porta l'appareil à son oreille. « C'est encore en train d'arriver, » dit-il, sa voix basse, presque un murmure, mais portant une autorité qui fit vaciller l'arrogance des gendarmes. Un silence oppressant s'abattit sur le bistrot, brisé seulement par le bourdonnement du vieux poste de radio au comptoir. Sophie échangea un regard avec Marcel, ses yeux écarquillés par l'incrédulité. Qui pouvait bien être à l'autre bout de ce fil? Laurent, déstabilisé, s'avança, son visage crispé par une colère mal contenue. « À qui vous parlez ?» lança-t-il, sa voix tremblant d'une menace à peine voilée. Jean-Paul referma le téléphone, le posa doucement à côté de sa tasse et répondit avec un calme glacial. « À quelqu'un qui sait ce que je vaux. » Ces mots, simples mais lourds, firent l'effet d'un coup de tonnerre. Les clients, figés, sentirent que quelque chose d'énorme se préparait. Marcel, les bras croisés,
s'approcha lentement, son regard défiant les gendarmes. Vous devriez peut-être attendre avant de faire une bêtise, dit-il, sa voix teintée d'une fureur contenue. Sophie, incapable de rester en place, ajouta avec un éclat de voix: Vous vous prenez pour qui? Cet homme a risqué sa vie pour la France pendant que vous jouiez les petites sirens dans vos uniformes propres. La tension monta encore d'un cran lorsque la porte du bistrot s'ouvrit à la volée, le carillon claquant contre le mur. Un homme entra, la quarantaine, vêtu d'un costume bleu marine impeccablement taillé, une aura d'autorité émanant de chacun de ses pas. Pierre Lefebvre, sous-directeur au ministère de la Défense, brandit un badge noir orné de l'insigne tricolore. Lieutenant Laurent, sergent Dupont, vos numéros de matricule. Tout de suite, ordonna-t-il, sa voix tranchante comme un couperet. Laurent, pris de court, bafouilla. Nous répondions à une plainte. Pierre l'interrompit, son regard perçant comme une lame. Aucune plainte n'a été déposée. Vos radios sont surveillées. Vous êtes enregistrés. Vous avez violé les droits d'un citoyen sans motif valable. La révélation fit l'effet d'une bombe. Les bodycams des gendarmes, qu'ils avaient oubliés, capturaient chaque seconde de leur arrogance, chaque mot de leur mépris. Alors que Pierre s'adressait aux gendarmes, un détail saisissant émergea. Dans la poche de Jean-Paul, glissé à côté de son téléphone, se trouvait un médaillon gravé, un souvenir de sa dernière mission au Mali. Ce médaillon, offert par un otage qu'il avait sauvé, portait une inscription. Agir pape, pour le courage qui ne s'éteint jamais. Ce n'était pas seulement un objet, c'était une preuve tangible de son héroïsme, un symbole que les gendarmes, dans leur aveuglement, n'avaient non pas vu. Ce médaillon, bientôt découvert par un client curieux qui le mentionna à Sophie, allait devenir le déclencheur d'une vague de soutien public sans précédent. Laurent, le visage blême, tenta de se justifier, mais ses mots sonnaient creux face à l'autorité de Pierre. Dupont, son carnet toujours à la main, baissa les yeux, conscient que leur carrière vacillait. Les clients, jusqu'alors silencieux, commencèrent à murmurer, leur indignation se transformant en un grondement collectif. Une vieille dame, au fond, se leva et pointa un doigt tremblant vers Laurent. « Vous devriez avoir honte. Cet homme est un héros, et vous l'insultez comme un criminel. » Sophie, les larmes aux yeux, s'approcha de Jean-Paul et posa une main sur son épaule. « Vous n'êtes pas seul, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Jean-Paul, toujours impassible, hocha la tête, mais ses doigts serrèrent le médaillon dans sa poche, comme s'il puisait sa force dans ce souvenir d'un temps où son courage était reconnu. Pierre, sans élever la voix, ordonna aux gendarmes de sortir. « Vous serez convoqués. Préparez-vous, » dit-il, son ton aussi froid que l'acier. Laurent et Dupont quittèrent le bistrot, leurs épaules voûtées, sous les regards accusateurs des clients. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Ce qui venait de se passer n'était que le début d'un séisme qui allait secouer Aix-en-Provence et bientôt toute la France, lorsque la vérité sur Jean-Paul éclaterait au grand jour. Les murs de chez Marcel semblaient encore vibrer de l'écho du départ précipité des gendarmes, Laurent et Dupont, leurs silhouettes humiliées disparaissant dans la brume d'Aix-en-Provence. Jean-Paul Dubois, toujours assis à sa table d'angle, fixait son café refroidi, son visage impassible masquant une tempête intérieure. Sophie, les joues encore rougies par la colère, ramassait les assiettes avec des gestes brusques, tandis que Marcel, derrière le comptoir, marmonnait des jurons à voix basse. L'intervention de Pierre Lefebvre, sous-directeur du ministère de la Défense, avait transformé une matinée ordinaire en un affrontement chargé de sens. Mais ce n'était que le prélude. Une tempête plus grande se préparait, prête à ébranler non seulement le bistrot, mais toute une communauté qui avait trop longtemps fermé les yeux sur les injustices subies par des hommes comme Jean-Paul. Dans l'ombre de cet instant suspendu, alors que les clients reprenaient leur conversation à voix basse, un frisson d'indignation parcourut le bistrot. Pierre, toujours debout, son costume impeccable contrastant avec l'usure du décor, rangea son badge et se tourna vers Jean-Paul. « Vous êtes sûr que ça va » demanda-t-il, sa voix adoucie par une vieille complicité. Jean-Paul hocha la tête, ses doigts effleurant le médaillon dans sa poche, ce souvenir gravé d'une mission au Mali où il avait sauvé des vies sous une pluie de balles. « J'ai connu pire » murmura-t-il, mais ces mots portèrent le poids d'une vie de combat, visible et invisible. Sophie, qui avait entendu, sentit une nouvelle vague de rage monter en elle. « Pire » s'exclama-t-elle, sa voix brisant le silence. « Vous méritez mieux que ça, Jean-Paul.
Ces types vous traitent comme un moins que rien, alors que vous avez tout donné pour ce pays. Marcel, qui n'avait pas bougé du comptoir, s'approcha, ses lunettes embuées par l'émotion. Il n'avait aucun droit, grogna-t-il, ses mains tremblant de fureur. Aucun droit de vous parler comme ça, comme si vous étiez un intrus dans votre propre ville. Les clients, jusque-là spectateurs, commencèrent à réagir. Un vieil homme, un ancien ouvrier du port de Marseille, tapa du poing sur sa table. C'est une honte, lança-t-il, sa voix rauque. Cet homme a servi la France et il le traite-t-on comme un voleur? Une jeune femme étudiante à l'université d'Aix leva les yeux de son téléphone, où elle filmait discrètement la scène. Ça va faire du bruit, murmura-t-elle, ses doigts pianotant déjà pour envoyer la vidéo à ses contacts. Alors que Pierre s'apprêtait à quitter le bistrot, un client, un retraité nommé André, s'approcha timidement de Jean-Paul. Il avait reconnu l'insigne des chasseurs de l'ombre sur la carte de vétéran, un détail que les gendarmes avaient ignoré. « J'ai servi en Algérie », confia-t-il, la voix tremblante. « J'ai entendu parler de votre unité. Vous étiez à Gao en 2013, n'est-ce pas ?» Jean-Paul, surpris, hocha la tête. André poursuivit. « Mon neveu était parmi les otages que vous avez libérés. Il est en vie grâce à vous. » Cette révélation, inattendue, fit taire le bistrot. Les yeux se tournèrent d'un vers Jean-Paul, non plus comme un sans-abri, mais comme un homme dont le courage avait changé des vies. Cette connexion personnelle transforma l'indignation en un cri collectif pour la justice, car Jean-Paul n'était plus seulement une victime, il était un héros vivant, ignoré par ceux qui auraient dû l'honorer. Pierre, entendant ces mots, se figea. Il se tourna vers Laurent et Dupont, qui attendèrent dehors près de leur véhicule, leur visage blême sous les regards accusateurs des passants. « Vous ne comprenez pas ce que vous venez de faire, lança-t-il, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Cet homme a risqué sa vie pour des gens que vous ne connaîtrez jamais, et vous osez le traiter comme un criminel ?» La colère de Pierre, habituellement contenue, éclata dans ses mots, chaque syllabe chargée d'une fureur qui semblait secouer les murs. Sophie, incapable de se retenir, s'approcha de Jean-Paul et posa une assiette de croissants devant lui, un geste futile mais chargé de respect. « Vous n'aurez jamais à prouver votre place ici, » dit-elle, ses yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Laurent, dehors, tenta de se défendre, sa voix tremblante. « Nous suivions juste les ordres, » bredouilla-t-il. Mais Pierre l'interrompit. « Vos ordres? Harceler un vétéran décoré? Vos bodycams ont tout enregistré. Vous serez chanceux si vous gardez vos badges après ça. » Dupont, le carnet toujours à la main, baissa la tête, conscient que leur arrogance les avait conduits au bord du gouffre. Les clients, maintenant galvanisés, commencèrent à murmurer des histoires similaires. Des voisins, des amis, des vétérans ignorés par une société qui ne voyait que leur misère, pas leur sacrifice. Une femme, une infirmière à la retraite, se leva et s'adressa directement à Pierre. « Combien d'autres comme lui devons-nous laisser tomber avant que ça change ?» Alors que Pierre escortait les gendarmes dehors, le bistrot retrouva un semblant de calme, mais l'atmosphère restait chargée d'une énergie nouvelle. Jean-Paul, toujours silencieux, serra son médaillon, son regard fixé sur la fenêtre embuée. Il ne voulait pas de cette attention, mais il savait que ce moment marquerait un tournant. La vidéo de l'étudiante, déjà en ligne, commençait à circuler, et bientôt, le nom de Jean-Paul Dubois deviendrait un symbole, un cri de ralliement pour ceux qui refusaient de laisser les héros sombrer dans l'oubli. Le silence pesant qui suivit le départ des gendarmes, Laurent et Dupont de chez Marcel, était chargé d'une colère contenue, comme l'air avant un orage. Jean-Paul Dubois, toujours assis à sa table d'angle, serrait son médaillon dans sa poche, son regard perdu dans les gouttes de pluie qui glissaient sur la vitre embuée d'Aix-en-Provence. Sophie, encore tremblante d'indignation, empilait les assiettes avec des gestes brusques, tandis que Marcel, derrière le comptoir, fixait la porte comme s'il attendait le retour des gendarmes pour leur dire leurs 4 vérités. Pierre Lefebvre, le sous-directeur du ministère de la Défense, venait de transformer une humiliation publique en une promesse de justice, mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Une vague déferlante allait bientôt s'abattre, portée par la puissance d'une vidéo qui, en quelques heures, ferait de Jean-Paul un symbole de résistance face à l'injustice. À l'extérieur, la rue pavée bruissait d'une énergie nouvelle. La jeune étudiante, Camille, qui avait filmé l'altercation avec son téléphone, pianotait frénétiquement, envoyant la vidéo sur Twitter avec le hashtag Jean-Paul Dubois. En quelques minutes,
L'enregistrement se répandit comme une traînée de poudre, les images crues des gendarmes harcelant un vétéran sans abri, attisant une fureur collective. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Des tweets indignés dénonçaient l'arrogance de Laurent, des vidéos TikTok superposées, des extraits avec des commentaires enflammés, et une page Facebook locale lançait un appel à la justice. Comment ose-t-on traiter un héros comme un criminel? Écrivait un internaute, tandis qu'un autre partageait Jean-Paul Dubois a sauvé des vies au Mali. Et voilà comment la France le remercie. Chaque partage, chaque commentaire amplifiait la colère, transformant une petite scène de bistrot en un scandale national. Dans Chez Marcel, l'atmosphère changea subtilement. Les clients, encore sous le choc, jetèrent des regards à Jean-Paul, mêlés de respect et de curiosité. Sophie, essuyant ses larmes de rage, s'approcha de lui. Ils ne savent pas qui vous êtes, murmura-t-elle, sa voix tremblante d'une fureur qui refusait de s'éteindre. Mais ils vont l'apprendre. Jean-Paul, toujours impassible, haussa les épaules. Je ne veux pas de ça, Sophie. Je veux juste mon café. Mais sa modestie ne pouvait arrêter la tempête. Camille, l'étudiante, revint dans le bistrot, son téléphone à la main. Jean-Paul, vous êtes partout, s'exclama-t-elle, montrant l'écran où la vidéo approchait les 100 000 vues en 1 heure. Les gens sont furieux. Ils parlent de vous jusqu'à Paris. Jean-Paul fronça les sourcils, mal à l'aise, mais une lueur dans ses yeux trahissait une douleur ancienne, celle d'un homme habitué à être invisible. Torsion nouvelle, alors que la vidéo continuait de circuler, un détail inattendu émergea, amplifiant l'indignation. Un internaute, ancien camarade de Jean-Paul, posta une photo d'archives sur Twitter. Jean-Paul, en 2013, à Gao, debout devant un hélicoptère, entouré d'otages libérés, un sourire fatigué sur le visage. La légende indiquait « Opération Épervier, Mali ». Cet homme a risqué sa vie pour sauver 12 civils. Cette image, couplée à une fuite anonyme d'un rapport militaire partiellement déclassifié, révéla que Jean-Paul avait reçu une citation pour bravoure, mais qu'il avait refusé une médaille publique, préférant l'anonymat. Cette découverte transforma la colère en un cri de ralliement. Comment un pays pouvait-il abandonner un tel héros à la rue, le laissant affronter l'humiliation de gendarmes arrogants? Les médias s'emparèrent de l'histoire. Le Monde publia un article intitulé « Un vétéran humilié, la honte d'une nation ». France 3, Provence diffusa un reportage avant midi, montrant des extraits de la vidéo et interviewant des passants furieux. À Aix, des habitants commencèrent à se rassembler devant le commissariat, brandissant des pancartes « Justice pour Jean-Paul ». Une femme, ancienne enseignante, cria à la caméra « Nous honorons nos héros dans les livres, mais nous les piétinons dans nos rues ». La colère collective, alimentée par les réseaux sociaux, devint une force irrépressible, mettant une pression sans précédent sur les autorités locales. Marcel, regardant les nouvelles sur la petite télévision du bistrot, serra les poings. « Ils ne peuvent plus se cacher maintenant », grogna-t-il, sa voix vibrante d'une rage partagée par tous. À chez Marcel, Jean-Paul restait silencieux, mais ses doigts serrèrent toujours son médaillon, comme s'il puisait du courage dans ce fragment de son passé. Sophie, incapable de contenir sa frustration, s'assit en face de lui. « Vous ne méritez pas ça, » dit-elle, sa voix brisée. « Vous méritez qu'on vous voie, qu'on vous respecte. » Jean-Paul la regarda, un sourire triste au coin des lèvres. « Peut-être, » murmura-t-il, « mais je ne suis pas le seul. » Dehors, la foule continuait de grandir, et la vidéo, désormais virale, portait son histoire bien au-delà des rues d'Aix. Ce qui avait commencé comme une humiliation dans un bistrot allait bientôt ébranler les fondations d'un système qui avait trop longtemps ignoré des hommes comme lui. La tempête numérique déclenchée par la vidéo de l'humiliation de Jean-Paul Dubois à chez Marcel continuait de s'amplifier, transformant les rues tranquilles d'Aix-en-Provence en un épicentre de colère collective. Le bistrot, encore marqué par l'affrontement avec les gendarmes Laurent et Dupont, vibrait d'une énergie nouvelle, portée par les murmures des clients et les regards échangés entre Sophie et Marcel. Jean-Paul, assis à sa table d'angle, serrait son médaillon, son regard fixé sur la pluie qui battait les vitres, ignorant que son nom devenait un cri de ralliement à travers la France. L'intervention de Pierre Lefebvre, sous-directeur du ministère de la Défense, avait mis les gendarmes en déroute, mais la véritable explosion venait maintenant d'Internet, où la vidéo virale révélait une vérité plus profonde, plus douloureuse, sur un héros oublié par son pays. Alors que le soleil perçait timidement la brume de Provence, un flot de révélations en ligne commença à déferler,
attisant une indignation qui semblait ne jamais s'éteindre. Les internautes, galvanisés par la vidéo de Camille, creusèrent dans le passé de Jean-Paul, et ce qu'ils découvrirent fit monter la colère à un niveau incandescent. Un ancien camarade de l'unité chasseur de l'ombre, désormais enseignant à Lyon, partagea sur Twitter une lettre militaire déclassifiée de 2013. Elle décrivait l'opération Épervier à Gao, où Jean-Paul, alors caporal, avait dirigé une mission risquée pour libérer 12 otages sous un feu nourri. Blessé à l'épaule, il avait refusé d'abandonner ses hommes, sauvant non seulement les otages, mais aussi 2 de ses camarades piégés dans une embuscade. La lettre, signée par un général, louait son courage exceptionnel et sa modestie rare. Pourtant, Jean-Paul avait décliné toute cérémonie publique, choisissant l'anonymat plutôt que la gloire. Cette révélation frappa comme un coup de poignard. Comment un homme de cette trempe pouvait-il être réduit à un sans-abri, interrogé comme un criminel dans un bistrot? Torsion nouvelle. Parmi les découvertes, une photo inédite apparut sur un forum de vétérans. Elle montrait Jean-Paul, jeune, en uniforme, tenant un enfant malien dans ses bras après l'opération Épervier. L'enfant, un orphelin sauvé des combats, avait écrit une lettre à Jean-Paul des années plus tard, le remerciant d'avoir redonné une vie à sa famille. Cette lettre, retrouvée dans les archives d'une ONG, fut partagée en ligne, accompagnée d'un message. Cet homme n'est pas seulement un héros de guerre, c'est un homme qui a porté l'espoir là où il n'y en avait plus. Ce détail, intime et poignant, transforma Jean-Paul en un symbole universel, amplifiant l'indignation contre un système qu'il avait laissé dans l'ombre. Les internautes ne voyaient plus seulement un vétéran humilié, ils voyaient un homme dont la grandeur avait été piétinée par l'indifférence. Chez Marcel, Sophie, les yeux rivés sur son téléphone, montra l'écran à Marcel. « Regardez ça », murmura-t-elle, sa voix tremblante de rage. « Il parle de lui comme d'un héros, mais il a fallu cette vidéo pour qu'on le voie. » Marcel, les poings serrés, frappa le comptoir. « C'est une honte !» rugit-il. « Cet homme a donné son sang pour la France et il le traite comme un paria ?» Les clients, maintenant connectés à leurs propres écrans, partagèrent la vidéo, leur visage marqué par une fureur croissante. Une femme, enseignante à la retraite, se leva, sa voix brisée par l'émotion. « Combien d'autres Jean-Paul devons-nous ignorer avant de nous réveiller ?» lança-t-elle, ses mots résonnant comme un appel à la révolte. Camille, l'étudiante, continuait de filmer, capturant l'onde de choc qui traversait le bistrot. « Ça va changer les choses », murmura-t-elle, ses doigts tremblants d'excitation et de colère. Les médias amplifièrent le scandale. Libération titra « Un héros dans l'ombre, la France face à sa honte ». France Info diffusa un débat en direct où un vétéran dénonça l'abandon des anciens combattants par le système. À Aix, des manifestations spontanées éclatèrent devant le commissariat, des pancartes proclamant « Honneur à Jean-Paul, honte aux gendarmes ». La colère collective, alimentée par chaque nouvelle révélation, devenait une force impossible à arrêter. Sophie, incapable de rester silencieuse, s'approcha de Jean-Paul. « Il vous voit enfin », dit-elle, sa voix chargée d'une rage mêlée d'espoir. Jean-Paul, toujours discret, secoua la tête. « Je n'ai pas fait ça pour être vu », murmura-t-il, mais ses yeux trahissaient une douleur ancienne, celle d'un homme oublié par ceux qui l'avaient protégé. Jean-Paul, toujours assis, caressa son médaillon, pensant à cet enfant malien qu'il avait sauvé, à ses camarades tombés, à une vie de silence imposée par l'indifférence. Dehors, la foule grossissait, les pancartes se multipliaient, et la vidéo continuait de se propager, portant son histoire jusqu'aux plus hautes sphères. Ce qui avait commencé comme une humiliation dans un bistrot devenait un mouvement, un cri pour la justice qui ne s'éteindrait pas de sitôt. Si cette histoire vous bouleverse, tapez 1 dans les commentaires et partagez-la pour que la voix de Jean-Paul résonne encore plus fort. Abonnez-vous pour découvrir ce qui se passe ensuite. Une révélation inattendue va tout changer et vous ne voudrez pas la manquer. Si vous n'êtes pas d'accord, un like nous aidera à continuer. Restez avec nous, car l'histoire de Jean-Paul n'est pas finie. Bam, Sat, Noa Dang Mao, Kong Keu Goi Tuong Tak. Alors que la vague de colère soulevée par la vidéo virale continuait d'enflammer Aix-en-Provence, chez Marcel semblait suspendu dans un calme trompeur, comme l'œil d'un cyclone. Jean-Paul Dubois, toujours à sa table, serrait son médaillon, ignorant que son histoire bouleversait la France entière. Sophie, les yeux rougis par la rage,
nettoyait le comptoir avec des gestes brusques, tandis que Marcel marmonnait contre l'injustice. La révélation du passé héroïque de Jean-Paul, héros des chasseurs de l'ombre, avait transformé l'indignation en un mouvement national. Mais ce n'était pas fini. Une tempête plus grande approchait, prête à ébranler les fondations d'un système défaillant. Soudain, une camionnette s'arrêta devant le bistrot. Deux hommes en costume, envoyés par le ministère des Armées, entrèrent avec une enveloppe scellée. Monsieur Dubois, dit l'un d'eux, la voix tremblante de respect, ceci est pour vous. L'enveloppe contenait une lettre d'excuse officielle, un bon pour un logement et une promesse de suivi psychologique. Torsion nouvelle, une médaille, la Légion d'honneur, était épinglée à la lettre, une reconnaissance que Jean-Paul avait refusée en 2013. Vous l'avez mérité, murmura l'homme, mais Jean-Paul repoussa l'enveloppe. Je veux du respect, pas des médailles, grogna-t-il, sa voix vibrante d'une fureur contenue. Dehors, la foule criait « Justice pour Jean-Paul !» Laurent et Dupont, suspendus, faisaient face à des enquêtes pour des plaintes anciennes. Valeur nouvelle, cette scène montre que la justice ne vient pas des institutions, mais de la pression collective, un appel à réformer un système qui trahit ses héros. Jean-Paul devint un symbole, forçant la France à regarder ses oubliés en face. Alors que la tempête médiatique autour de Jean-Paul Dubois s'apaisait, chez Marcel retrouvait un semblant de quiétude, mais l'atmosphère restait lourde d'une colère inassouvie. Jean-Paul, désormais dans un petit appartement fourni par le ministère des Armées, revenait au bistrot, son médaillon toujours dans sa poche, symbole d'un passé héroïque ignoré trop longtemps. Sophie, encore marquée par l'injustice, lui servit un café avec un sourire triste, tandis que Marcel hochait la tête en silence, fier de cet homme devenu un symbole. La suspension des gendarmes Laurent et Dupont, l'offre de la Légion d'honneur rejetée par Jean-Paul, et la foule criant son nom avaient secoué Aix-en-Provence. Mais une ultime leçon restait à donner. Un dimanche matin, Jean-Paul se leva devant les habitués, sa voix grave brisant le silence. « Je ne suis pas un héros », déclara-t-il, ses mots chargés d'une rage contenue. « J'ai juste voulu un café, comme vous tous. Mais ils m'ont traité comme un criminel. » Torsion nouvelle, il révéla avoir écrit une lettre ouverte, publiée dans Le Monde, adressée aux vétérans oubliés, dénonçant un système qui honore les héros morts, mais ignore les vivants. « Nous méritons un siège, pas un piédestal », lança-t-il, ses yeux brillants de défi. Valeur nouvelle, cette lettre devint un manifeste, incitant la société à agir pour la dignité des marginalisés, transformant la colère en un appel à l'humanité. Jean-Paul, désormais bénévole dans une école, enseignait aux enfants le respect, laissant un héritage plus grand que sa médaille refusée.